Le centenaire. 100 ans de passion, de swing partagé, de cartes rendues, de balles perdues, de défaites, de rires, de victoires et de rencontres. Pour célébrer le centenaire du Golf Club de Lyon, ce sont ces archives photos et vidéos que nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir grâce aux témoignages de celles et ceux qui ont vécu l'histoire du Golf Club de Lyon, à commencer par sa genèse à Montlouis. Si on prend l'historique de Montlouis rapidement, c'est une société qui a été créée par la famille Gillet, Madame Edmond Gillet en l'espèce, rentrant des États-Unis, qui considérait que ce n'était pas normal qu'à Lyon, il n'y ait pas un club de golf. Donc la famille Gillet a financé la totalité de l'opération du premier golf de Saint-Genis-Laval jusqu'en 1924, où on a fait une augmentation de capital pour acheter justement le bâtiment qui est là, c'est-à-dire ce qui est devenu le clubhouse. Qui était une ancienne ferme, qui était assez belle. Enfin, moi, ça me paraissait très grand, mais quand j'y suis retournée il y a quelques années, c'était tout petit. Le 1, il y avait 2 départs, un à gauche, un à droite, et une colline. Et le jeu, c'était de passer la colline, qui était à 180 mètres ou 170 mètres. Je me souviens bien du 18, parce qu'il y avait un énorme arbre, un cèdre, qui faisait de l'ombre au green. On voyait les joueurs arriver sur le petit muret en bord du clubhouse. C'était l'attraction de la fin d'après-midi. C'était un petit parcours. Il était très montagneux et les trous avaient tendance à se chevaucher par moments. C'est-à-dire que quand on était au départ du 12, on jouait par-dessus la tête des gens qui passaient au 13. Donc on criait, ils se mettaient comme ça et on jouait. J'aime bien cet objet-là, particulier, tout simplement un putter, qui appartenait à un des pros du Golf Club de Lyon à l'époque de Montlouis, M. Guintran, Louis Guintran en l'occurrence. C'est un club qui me tient à cœur parce que non seulement c'est marqué putter ici, mais c'est aussi marqué le nom du pro sur cette face de club, le nom des golfs dans lequel il enseignait. Ah bah ça, c'est une photo de la fille de M. Guintran, qui était le professeur de golf à l'époque. Et moi, qui suis à côté, j'étais en train de ramasser des pâquerettes. C'est en 41, en pleine guerre, et la petite Guintran a été tuée ensuite en 44, ainsi que son père, par des francs-tireurs allemands, et qui ont vu un drapeau bleu-blanc-rouge qu'avait accroché M. Guintran sur le clubhouse pour dire que la guerre, que les Allemands étaient partis. Et toute la famille Guintran a été lessivée dans la cuisine derrière le bar. La guerre terminée, le GCL retrouve des jours heureux avec la victoire d'Henri Alibaud en 1945 ou encore en remportant la Puyforca en 1956. C'est aussi l'époque des parties de rami et des fêtes qu'organisent régulièrement les membres du Golf Club de Lyon. Nos parents ont fait des fêtes terribles après la guerre. En 46, 47, 48, il y avait des fêtes déguisées. On transformait la pièce, on faisait des décors absolument fantastiques. Mes parents se sont amusés comme des fous. Ils partaient, ils faisaient des rencontres avec le golf d'Aix-en-Provence, avec le golf de Chantilly. Alors on invitait des jeunes gens, éventuellement parce qu'il y avait plein de jeunes filles à marier. Il y avait indiscutablement chez certaines demoiselles le désir de trouver à la faculté des maris. Au golf, je pense que c'était plutôt les parents qui recherchaient éventuellement des maris potentiels. Mais les mœurs ont beaucoup changé aujourd'hui. Mais c'est une époque. En 1960, alors que l'association sportive compte désormais 230 membres, le projet de construction de la rocade sud-ouest de l'autoroute A7 conduit le Golf Club de Lyon à l'expropriation de ses terrains originels d'Oulin et de Saint-Genis-Laval. Saint-Genis-Laval a été exproprié par le département et 2 des communes qui jouxtaient le golf
pour une somme qui n'était pas négligeable, qui était de l'ordre de 3 millions de francs, et qui a permis à l'association sportive d'acheter les 240 hectares de Villette-Danton. Les terrains étant inondables, il a fallu qu'on construise une digue et que les fonds dont on disposait ne permettaient pas de construire cette digue. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une pancarte intitulée « Souscription ». Et c'était une époque bénie des dieux où, quand on mettait une pancarte de ce genre, il y a des gens qui souscrivaient. Il y avait eu des plans faits par des architectes suisses à Charbonnières, et puis on n'a pas donné suite. Et là, on s'est retrouvé avec ce terrain. Il y a eu quand même, pendant 2 ans à 3 ans, de travaux. C'était dans la boue, il fallait, je pense, avoir du courage pour jouer au golf à cette époque. Et on était arrivé ici, le clubhouse n'était pas fait encore. Donc, on a fait une espèce de camping dans des préfabriqués tout le premier printemps. Comme il n'y avait pas de restaurant ici le soir, tous les joueurs de golf s'arrêtaient à Jonc. Gilbert, notre restaurateur, que tout le monde connaît bien, avait une mère qui avait un restaurant qui s'appelait La Vipère. Oui, c'était pas le nom du restaurant, mais c'est les gens du golf qui avaient l'habitude de le fréquenter qui l'avaient surnommé La Vipère. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait une bouteille d'eau-de-vie avec une vipère qui était en présentation. Alors c'était pour se donner le change, ils disaient qu'ils allaient à La Vipère. Gilbert, à l'époque, devait avoir, je pense, 17-18 ans, et servait tous les golfeurs de Villette-Danton. Quelques noms, les Feuillades, les Gilets, les Gignoux, les De Kertanguy, le colonel Berthet. C'était un petit groupe de 10-12 personnes qui, toutes les semaines, venaient manger. Entre 1963 et 1966 se construit au sein du nouveau club un lieu qui va rapidement devenir emblématique, le Clubhouse. Reconnaissable par son architecture montagnarde, son cahier des charges est très simple. Il doit être spacieux, lumineux, avec un espace intime pour jouer au bridge après la partie, des vestiaires confortables et des cuisines optimisées pour satisfaire les membres du club qui souhaiteraient se restaurer après leur parcours. C'est sous l'égide de Georges Roch qu'on a construit ce clubhouse, qui devait y avoir à l'époque 250 membres, et faire un club pour 1000 membres, vestiaires et restaurants compris, il fallait audacieusement le faire. En bordure de la Laune des Pêcheurs, un bras du Rhône, cet étang, véritable vivier de crapauds accoucheurs et de tritons palmés. Aux alentours, un bois qui abrite chevreuils, hérons et orchidées sauvages. Il faut comprendre que le site du Golf Club de Lyon est dans l'ancien lit du Rhône. Donc il y a encore 200 ans, le Rhône passait tout à fait de l'autre côté du parcours. Et quelque part, le site lui-même a été emprisonné dans cette espèce de ce qu'on appelle un méandre en fait, du Rhône. Et donc naturellement, il y a eu une première variété d'arbres qui a poussé ici, ce sont les peupliers. Mais la grande majorité de la végétation ici, elle est tout à fait naturelle. Et c'est une des qualités qui est quelquefois indescriptible de ce site, dans lequel on se sent toujours bien quand on vient. Très objectivement, on a l'impression que la nature s'est faite autour des deux parcours. Le terrain étant ce qu'il est, c'était assez simple, évident de trouver un épanelage des trous et qui se refermaient tous autour de la butte qu'on connaît, la butte du 10 et du 14. Et puis, on est dans la plaine du Rhône. Dans la plaine, ça veut dire complètement plat. Donc un terrain complètement plat, c'est pas très passionnant. Donc il faut l'animer. Donc j'ai pensé à faire des grands plans d'eau et avec les matériaux du plan d'eau, faire une énorme butte au milieu. On voulait vraiment faire le golf de Lyon. C'est une référence. J'ai pas gagné beaucoup d'argent sur le Golf Club de Lyon, sur les sangliers à court terme. Et après, j'ai gagné toute ma vie a été basée sur cette référence qui a fait le tour de la France, quoi. Ces championnats de France professionnels commenceront après-demain, à Villette-Danton, dans le Rhône. Ils rassembleront une centaine des meilleurs joueurs français, au nombre desquels Jean Gairayalde, François Saubabert, Bernard Pascasio et Michel Damiano, qui se sont distingués. Évidemment, très bon souvenir aussi Jean Gairayalde. Alors Jean, c'est un grand personnage pour nous, pros de cette époque-là. À 30 mètres du green, où
même parfois plus. Le drapeau tremblait chaque fois parce que c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement précis à partir de 50 mètres de green. Et puis quand son putter commençait à chauffer un peu, comme on disait à l'époque, c'était vraiment quelque chose de fabuleux, quoi. Et ça, c'est le programme qui a permis d'organiser l'Open de France en 1979, qui a été mis en place par une association de joueurs de l'époque. Un concurrent malheureux enfin, Joe Dassin, qui apparemment dans un mauvais jour, ne figura jamais parmi les meilleurs, mais pour cet amateur, l'essentiel était de terminer, et comme le golf l'exige, il termina. Avec Joe Dassin, on a fait beaucoup de programmes à Cras-sur-Sierre, un peu partout. C'était un homme qui était très cultivé, très intelligent. Pas facile, mais bon, qui avait beaucoup de qualités par ailleurs. Il reste en effet encore 3 épreuves à disputer, demain, samedi et dimanche. 3 parcours, donc 54 trous. Les nerfs et les jambes des concurrents seront donc à rude épreuve avant la fin de cet Open de France, dont le difficile tracé de Villette-Danton réservera certainement de nombreuses surprises. Moi, j'ai des souvenirs d'un Open de France en 79, où ils avaient joué, il y avait lui qui avait joué les 2 premiers tours de la qualif. Donc on était tous supporters de Lambert parce que l'espérance c'était de passer le cut et qu'il fasse une bonne performance et pour lui et pour le GCL. J'ai eu la chance de jouer, je crois que c'est le 3e tour, avec Sam Torrance. Et j'ai compris la différence qu'il peut y avoir entre un joueur professionnel et enseignant et un professionnel. Mais enfin, c'était quand même assez fabuleux parce qu'au practice, il y avait des Gary Player et tous les grands noms de Ballesteros qui tapaient des balles. Là, on pouvait aller les voir. Dans les années 80, de nombreuses compétitions prestigieuses, amateurs et professionnelles, sont organisées. Le parcours de Villette est fréquenté par les meilleurs professionnels des circuits nationaux et internationaux. Les Open de Lyon vont consacrer des champions en devenir. Je me souviens surtout des victoires de copains comme Roger Sabaros ou Quentin Dabson, pour les avoir suivis après sur la fin et puis les supporter parce qu'il y a un Français qui gagne un tournoi comme l'Open de Lyon, c'est toujours top pour le golf, quoi. En 1991, c'est le dernier Open de Lyon qui se déroule au GCL avant l'ouverture du parcours des Sangliers, un 18 trous réalisé sous l'impulsion de Jacques Gontard et de Jean-Louis Diot. 1992, l'équipe féminine emmenée par sa capitaine Claudie Bouvier accède à la première division nationale en devenant championne de France interclub de 2e division. On était parti pour faire les qualifications, pour se promener et faire les qualifs. On a été qualifiés. On faisait 36 trous par jour. Quart de finale, qualifié, on ne rentre pas. Demi-finale, on ne rentre pas. Finale, 36 trous, on jouait à la Vaucouleurs. Et à 10h du soir, on a pris la route pour rentrer à Lyon. C'est le premier titre national des équipes dames du GCL. 1993, l'Italien Costantino Rocca sort victorieux de l'épreuve du Tour européen joué sur les brocards. En 2000, André Persillon, assisté de Chris Villard et du pro Raphaël Reynaud, crée le Pro-Am Senior sponsorisé par les entreprises et entrepreneurs lyonnais. C'était le premier programme senior de l'époque, en fait, qui n'existait pas jusqu'à présent. Ce programme qui a commencé avec André, qui s'est pérennisé après avec Chris Villard. Il y a eu après Claude Perchet qui a pris la suite et actuellement c'est Frédéric Barba qui a pris le relais de ce programme. Une dernière image pour les amateurs de golf. L'Open de France a débuté aujourd'hui sur le parcours des Sangliers. C'est dans la banlieue de Lyon. Par 70, les spécialistes apprécieront. Beaucoup de retard à cause, vous le voyez, du mauvais temps. José Maria Olasabal est à 4 sur le par. Il est 5e pour l'instant. Le premier français, Avray, est actuellement 9e. À l'heure actuelle, certains sont encore sur le parcours. Alors, on a joué les Sangliers, effectivement, pour l'Open de France. Mais jouer ici, c'était quelque chose. On a eu malheureusement un climat difficile durant cette semaine. Je n'ai pas réussi à me qualifier le week-end, mais en tout cas, j'ai joué avec Olasabal, qui a gagné cet Open de France. Ça a été quand même un événement national pour le golf, grâce aussi à l'énergie qu'a mis Pierre Bouteille et toute l'équipe de direction à l'époque. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, notamment par tout le personnel, qui était remarquable. Il y en avait pourtant des grands joueurs, Olasabal, Ballesteros. Malheureusement, on a eu un temps pourri qui nous a obligés à transformer notre parcours, certains par 5, par 3, etc. Ce qui se passait, c'est que
J'avais un greenkeeper, on avait une équipe, et on n'était pas beaucoup, on était 12. Et toutes les années, j'invitais tous les greenkeepers de la région. On s'est prêté mutuellement des machines. Et quand on a eu ces problèmes, tous les greenkeepers sont venus nous donner un coup de main. Par exemple, au 9 des sangliers, on a été obligé de percer des trous pour mettre des pompes, pour essayer d'évacuer. On s'est débrouillé comme on a pu. Voilà. Non, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail. D'ailleurs, je voudrais encore, j'ai avec beaucoup d'émotion, le concours de Jean Villard, qui était responsable, je crois, du terrain à l'époque. Il a fait un travail formidable, formidable. Et n'oublie pas aussi, je n'oublie pas Pierre Bouteille, qui a été, c'est lui qui a amené l'Open de France ici. Les soucis du président Bouteille, j'ai eu beaucoup de soucis. Mais c'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir. En 2007, pour la première fois dans l'histoire du GCL, plus de 200 jeunes vont jouer sur les parcours. Je me rappelle les premières années où il y avait presque 300 gamins qui étaient là. Donc ça montre bien que ce golf, que ce sport se démocratise et il y a toujours autant d'enfants dans les écoles de golf et c'est ce qui me pousse, je dirais, à essayer d'organiser des choses autour des enfants. On a ici au Golf Club de Lyon une vraie tradition sportive depuis longtemps et même nos membres, je dirais, les plus traditionnels comprennent cette nécessité de s'ouvrir par rapport à nos jeunes, et ce d'autant plus que c'est pendant les vacances scolaires de la Toussaint et que ce sont des jours de semaine, donc l'organisation est un petit peu facilitée de ce fait. C'est un sport qui est en complète évolution, ça a été très longtemps un sport d'adultes, parfois même un petit peu âgés, qui étaient des gens installés confortablement dans la vie. Et on s'aperçoit maintenant, sûrement grâce à la télévision d'ailleurs, que les images ont attiré des enfants, des jeunes. 2011 est une année riche en événements sportifs. Les équipes masculines et féminines sont toutes les deux en première division. Gary Stahl, le grand espoir du club, remporte successivement à 19 ans la Coupe Mouchy à Fontainebleau, la Coupe Murat à Chantilly et termine numéro 1 au ranking amateur national. Cet élan de réussite amène l'équipe masculine du GCL en qualification pour le championnat d'Europe des clubs. Cette Coupe d'Europe, là, je m'en rappelle, on a gagné. L'équipe a été... C'était formidable, il y avait une entente géniale. C'était du gros niveau de golf, c'était vraiment une belle semaine, enfin 2 belles semaines à la fois en France et à la fois en Turquie. En 2016, c'est l'équipe 1 messieurs qui devient championne de France en remportant la Coupe Gounouillou à Fontainebleau. C'est la première Gounouillou qui a été gagnée par le Golf Club de Lyon. La Gounouillou, c'est donc le championnat première division, c'est les 16 meilleurs clubs français. J'étais capitaine de cette équipe, donc c'est encore plus d'émotion quand je revois cette belle équipe et sur ce magnifique golf de Fontainebleau, on va dire. C'était un grand moment dans la vie du club et je crois que pour les jeunes qui y ont participé et pour le club, ça a été quand même le plus beau moment de la dernière décennie parce que c'est l'aboutissement d'efforts considérables que le club fait pour ses jeunes, pour les pros qui les entourent, pour toute l'équipe autour d'eux et c'était l'apothéose pour le club et pour ses jeunes. En 2017, les dames sont à l'honneur avec un retour en première division senior. Cette même année, le jour même de son anniversaire, Alexandra Pagès remporte le titre de championne France dames. On va dire que c'est un titre individuel, mais pas que, parce que je l'ai partagé avec beaucoup de gens, et notamment le GCL. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis plus là dans le club, je fais autre chose, mais le GCL restera toujours une partie de ma vie, et notamment avec ce titre, qui s'est fini avec ce titre. Et enfin, une épreuve qui rassemble tous les membres du club, toutes générations et tout niveau confondus, le trophée de Pentecôte. On a gagné ça 3 fois maintenant, et 2 fois d'affilée. En notaire, là j'étais très contente parce que vaincre dans notaire, c'était pratiquement obligatoire. C'était en 2017, et on a refait ça l'année dernière. Les joueurs du Golf Club de Lyon m'ont suivi et ils ont gagné, ils ont été récompensés, voilà, 3 fois. On sera sans doute un des derniers clubs à être en campagne, dans la campagne, avec comme seul bruit aux alentours le bruit des oiseaux. Je pense que c'est un club qui peut se développer encore plus, qui a un grand potentiel. On est un des rares clubs de France à avoir 2 parcours qui sont souvent reconnus comme un des plus beaux parcours de France. Les générations futures vont encore améliorer les choses
On a des projets pour les équipes, de façon à pouvoir les accompagner toujours mieux. Il faudra juste qu'on comprenne bien que les parcours de golf sont des endroits merveilleux, où il y a de toutes sortes de, je dirais, d'animaux, de plantes qui sont préservées. Et ça, c'est la carte, je crois, finalement, qu'on pourra essayer de mettre en valeur pour que le golf continue à vivre. Ce parcours a une chance inouïe, c'est qu'il y a de l'eau. Et dans 5 ans, comme chacun sait, il y aura des problèmes de plus en plus importants d'arrosage. Donc dans 5 ans, ce parcours sera toujours vert, alors que beaucoup de golfs en France seront jaunes. Je le vois avec plus de jeunes, je le vois avec encore plus de formation. Enfin, il y a 15 ans de ça, c'était très fermé. Les jeunes, il n'y en avait pas trop. Maintenant, il y a plus cette ambiance collective, quoi. Aujourd'hui, on voit des petits jeunes de 12, 13, 14, 15 ans qui jouent au golf, qui aiment ça. On voit des groupes scolaires aussi qui viennent jouer au golf. C'est plaisant à voir, je pense que ça va évoluer. Et puis c'est tellement sympa de voir leur sourire quand ils tapent dans une balle de golf. Je crois que même nous, plus vieux, adultes, on a besoin de garder ça en tête parce qu'on ne s'amuse pas tout le temps sur un parcours. C'est pas toujours très drôle.